ici l'avant-dernière table ronde, qui est en fait plutôt un débat. Donc, je suis Steven Delbo, je suis journaliste pour la Tribune. Rapprochez-vous un peu de moi, on va se mettre à côté. Je suis journaliste pour la Tribune. La dernière table ronde que l'on va découvrir ce soir, c'est donc innovation, comment peut-on disrupter la santé. Pour en parler, j'accueille Iris Roussel, qui est fondatrice d'Osiris Santé, et Gérald Contet, qui est directeur du cluster AFR. Structurellement et historiquement, le secteur de la santé est l'un des plus perméables à l'innovation. Les nouveaux traitements, les techniques de diagnostic, les méthodes de prévention évoluent très rapidement, et les acteurs de la santé sont souvent bousculés par de nouveaux entrants, agiles et dynamiques. Pourtant, dès que l'on se penche sur les process internes, des grands groupes du secteur ou sur l'organisation des soins dans les centres hospitaliers, l'innovation n'est plus le maître mot. Heureusement, depuis quelques années, cet état de fait évolue. Au contact des startups, chacun apprend à se remettre en question. Alors, quels sont ces acteurs trublions? De quelle innovation parle-t-on? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Iris, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà qui vous êtes et ce que vous faites? Bonsoir à tous, merci déjà pour l'invitation. Donc Iris Roussel, je suis fondatrice d'une start-up qui s'appelle Osiris Santé et on accompagne la création de parcours de santé qui vont améliorer l'expérience des patients, familles et soignants. Concrètement, on travaille pour 4 types d'acteurs, des établissements de santé, des territoires, mais aussi des assureurs et des laboratoires pharmaceutiques, dans la création d'outils qui vont améliorer par exemple le suivi avant, pendant, après une chirurgie de l'obésité, mais aussi pour des territoires sur des innovations organisationnelles, comme par exemple pour la ville de Nice, pour améliorer le parcours des aidants familiaux, afin qu'ils aient accès à la bonne information au bon moment. Et pour ça, donc, on utilise une méthode d'innovation qui s'appelle le design de service et le design thinking. Concrètement, c'est une méthode centrée sur les usages. Et donc on a 3 types d'activités. Une première activité de conseil jusqu'à la mise en œuvre, une activité de sensibilisation à l'expérience patient, et enfin on amorce une activité de recherche pour mesurer l'impact social et économique d'approches centrées patient. Merci. Gérald, quelques mots sur AFR? Bonsoir à tous. Alors iCare, c'est une structure associative, je suis le directeur de cette structure qui a comme objectif en fait, d'accompagner les entreprises qui fabriquent des solutions tech santé. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les dispositifs médicaux, des solutions numériques pour la santé, et puis de plus en plus des technologies avancées comme l'intelligence artificielle et d'autres technologies de ce monde-là. Notre but, en fait, c'est de favoriser la compétitivité. Tout à l'heure, il y avait ma collègue de Lyon Biopôle qui était présente, donc on est un peu dans cette catégorie d'acteurs qui vise en fait à aider les entreprises à concevoir, à les orienter vers les bons guichets de financement de l'innovation, de les aider aussi sur un volet réglementaire et normatif qui est un des clés du secteur, et puis un petit peu à l'international. Notre soutien, je dirais, vient de nos membres, puisqu'on a une centaine de membres industriels. On est soutenu également par les pouvoirs publics, la région, la métropole de Lyon, et puis notre actualité, c'est l'ouverture depuis ce début d'année d'un lab santé, qui est en fait une structure originale qui vise en fait à rapprocher sur des thématiques sur lesquelles il y a des enjeux en matière de santé. On pourrait parler du parcours patient, de l'ambulatoire, du rôle du patient dans les processus de prévention. Donc de rapprocher les offreurs de solutions, que sont en partie les industriels du secteur, les producteurs de soins, en tout cas typiquement les établissements de santé, les structures médico-sociales, et puis également les financeurs, c'est un peu le trinôme infernal du monde de la santé, sachant qu'en plus il y a des déconnexions entre celui qui prescrit, celui qui bénéficie et celui qui finance. Et notre idée, nous, c'est de rapprocher ces 3 parties prenantes sur des thématiques précises pour les amener à collaborer sur des thèmes d'innovation, sur les thèmes d'enjeux en santé, que ça soit pour leur permettre de faire émerger de nouvelles propositions, en lien typiquement avec des méthodologies qui ont été présentées juste avant par Iris, design thinking, etc., ou alors leur permettre de mieux expérimenter les solutions, mais je pense qu'on y reviendra, puisqu'on a beaucoup parlé d'innovation technologique dans cet après-midi. On vient, et je vous remercie, de commencer à parler d'innovation organisationnelle en santé, même si les tables rondes précédentes en parlaient également, sans obligatoirement le nommer. Mais en tout cas, nous, le leitmotiv du Lab Santé, c'est d'arriver à ramener innovation technologique et innovation organisationnelle dans une même perspective,
avec l'enjeu financier qui est un enjeu quand même extrêmement important, dimensionnant dans le monde de la santé. Alors justement, j'allais y venir. La question que j'allais vous poser, c'est est-ce que la santé est un secteur innovant d'un point de vue organisationnel? Est-ce que l'innovation sociale, l'innovation organisationnelle, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN du secteur de la santé? Alors je vais juste continuer, puis après on passera la parole à Iris. C'est vrai qu'il y a un peu un paradoxe dans ce monde de la santé, c'est que, je dirais, individuellement, technologiquement, il y a énormément d'innovation. Enfin, en tout cas, en plus, le territoire est riche en innovation médicamenteuse, dispositif médical, de plus en plus digital. Et on sent qu'il y a quand même un décalage entre les propositions qui sont faites par on va dire, le monde industriel et le monde académique et la capacité, je dirais, de métaboliser, si on prendrait un terme biologique, les innovations par le monde de la santé, enfin en tout cas par le système de santé. Et ce décalage vient sans doute du fait qu'on ne prend pas suffisamment la portée, d'une certaine façon, des transformations qui sont induites par un certain nombre de nouvelles propositions. C'est vrai qu'une nouvelle proposition technologique vient perturber automatiquement une organisation, un écosystème. On parlait d'écosystème, mais là je parle de l'écosystème système de santé. Et je dirais que malheureusement, même si on évoquera sans doute des dispositifs qui vont permettre d'accompagner ça pris en compte par l'État, etc. Malheureusement, le parent pauvre de l'innovation, c'est cette innovation organisationnelle, que je connais un petit peu plus que l'innovation peut-être sociale, mais dont la finalité, c'est quand même d'apporter une valeur sociale aux personnes qui souffrent de pathologies ou de handicap. Malheureusement, on est quand même dans une situation où le parent pauvre de l'innovation, avec un grand I, est l'innovation organisationnelle et la mesure de ses impacts. Ce paradoxe, vous le ressentez aussi dans l'innovation sociale quand vous allez dans les établissements hospitaliers, etc. C'est quelque chose que vous sentez, Iris? Oui, clairement, on le ressent. Après, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de signes qui montrent que les choses avancent. Je prends à titre d'exemple, alors peut-être moins pur établissement de santé, mais il y a eu un gros appel à projet de la CNSA récemment pour justement pousser des projets d'innovation sociale. La CNSA, Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie, pardon, pour pousser du coup justement l'innovation sociale, alors avec des démarches de design de services. Et il y a des établissements de santé qui ont été retenus, mais aussi des grosses associations. On va travailler sur l'insertion de personnes handicapées sur les territoires ruraux en particulier. Donc les choses bougent quand même pas mal, en tout cas ça dépend. La cause est différente en fait en fonction des acteurs. Un exemple par exemple d'innovation sociale que vous auriez mis en place ou qui serait marquant? Qui serait marquant, je vais prendre un exemple d'abord outre-Atlantique et puis après on pourrait prendre un exemple au niveau français, mais typiquement au Québec où on a eu l'opportunité d'aller, il y a un organisme qui s'appelle la Maison Bleue et qui repense complètement le parcours de la périnatalité pour des femmes en grande situation de précarité. Et comment faire en sorte que ces femmes-là soient mieux suivies, sachant que je crois que les statistiques, c'est une femme sur deux qui va abandonner son enfant à la naissance. Ils ont créé concrètement comme une maison de santé pluridisciplinaire, mais où tout est centré sur l'organisation. Comment favoriser l'interdisciplinarité entre des médecins, des gynécologues et des acteurs sociaux pour mieux prendre en charge à toutes les étapes du coup ces femmes-là, typiquement. Alors vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est en train de changer. En fait, effectivement, il y avait un paradoxe assez fort, et puis là, on sent quand même qu'il y a une prise de conscience de la part des autorités. Est-ce qu'il existe un droit à l'expérimentation dans le secteur, que ce soit au niveau des hôpitaux, dans l'État, dans les pharma? Alors, là, je vais peut-être plus prendre un exemple très concret qu'on a pu mener. On a travaillé avec un centre gérontologique départemental sur l'amélioration du parcours de patients qui souffrent d'Alzheimer, alors plus parcours intra-hospitalier, mais comment favoriser les thérapies non médicamenteuses. Et on a complètement expérimenté de A à Z des nouvelles solutions multisensorielles en se basant sur l'expertise des soignants. Et donc ça a été vraiment une succession pendant 6 mois d'expérimentation en lien avec la musicothérapie, l'art-thérapie, mais très concrètement, ça veut dire des journées d'expérimentation sur le terrain avec des nouvelles technologies où les patients sont au cœur pour aller au contact de ces nouveaux outils-là. Et le projet est viable aujourd'hui et est développé, donc il y a des secteurs où c'est possible. Gérald, j'aimerais votre réaction là-dessus, du coup, sur l'expérimentation.
Alors, c'est vrai que l'expérimentation, la description qui a été faite avant était un petit peu noire. C'est vrai que les choses bougent, hein, Iris le précise. C'est vrai que les structures de santé, déjà, les établissements de santé s'organisent. Hein, la question d'innovation était souvent, ça a été précisé d'ailleurs par le représentant des hospices civils, plutôt une approche clinique, en tout cas d'innovation via la direction de la recherche clinique, etc. On s'aperçoit aussi, la recherche clinique et puis un autre canal de valorisation de l'innovation, c'était souvent les directions des systèmes d'information, puisque le numérique étant un élément extrêmement important maintenant du développement des solutions. Ce qu'on s'aperçoit progressivement, c'est que certaines structures hospitalières, quasiment toutes aujourd'hui, se dotent de directions d'innovation, en tout cas un peu à l'image de ce que font les entreprises, ce qu'ont fait les entreprises il y a de nombreuses années déjà, des gens qui sont, je dirais, très transversaux, par exemple, qui embarquent en plus la qualité, la relation avec l'expérience patient, la direction de l'organisation des soins également. Donc au final, ces composantes-là qui vont faire qu'à un moment donné, on va avoir une vision plus systémique, plus globale de l'innovation. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau des établissements, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux, hein, de plus en plus, ou au niveau des groupes de cliniques ou d'hôpitaux. Et puis après, il y a des facteurs facilitants, je dirais, du côté des pouvoirs publics, puisque je ne parle pas du soutien des startups, qui n'est pas l'objet de la discussion, mais qui est plus des dispositifs qui sont mis en place par l'État, par le ministère de la Santé, qui sont relayés par les ARS, on peut citer l'article 51 de la loi de finances de la sécurité sociale, qui encourage les expérimentations dans des cadres extrêmement précis, avec une valeur dérogatoire potentiellement, en particulier en termes de rémunération, une reproductibilité de l'expérience qui était faite par un établissement sur d'autres secteurs. Donc ça, ce sont des facteurs extrêmement favorables. Et puis après, ça dépend aussi de la volonté de l'établissement lui-même de venir, comme on dit, challenger des processus qui font souci, quoi. Globalement, la question des urgences, la question de l'accueil du patient, etc. Parce que le thème de la table ronde, c'est disrupter la santé. On pourrait imaginer que disrupter la santé, c'est intégrer de l'intelligence artificielle à tous les étages, etc. C'est peut-être se poser la question de l'organisation des soins et de comment le patient va contribuer aussi à être un facteur pour disrupter la santé. C'est-à-dire que cette innovation de service, qui peuvent être des petites choses, hein. On voit tout à fait des startups qui grossissent sur la question de la prise de rendez-vous. Donc faciliter des petites choses dans le système de santé, ça contribue à disrupter la santé. Et quand on y ajoute une couche potentiellement technologique de façon raisonnée, eh bien là on peut avoir quelque chose d'extrêmement puissant en matière d'innovation et de satisfaction aussi des principaux concernés que sont les patients. Vous avez parlé de la mise en place de direction de l'innovation. Est-ce que c'est pas un peu gadget, une direction de l'innovation dans un hôpital? Et puis si une direction de l'innovation c'est très transversal, quel pouvoir on donne à ce directeur, Iris? Alors, un exemple très pragmatique, et je pense que ça dépend vraiment des différents types d'établissements et de la façon dont ils sont structurés, même s'il y a une ligne conductrice, hein, bien sûr. Mais à Marseille, avec qui on a travaillé, typiquement, il y a vraiment une direction de l'innovation. Ils ont créé SilverMed, qui est une structure qui facilite l'expérimentation, à la fois d'innovation sociale, mais aussi d'innovation technologique. Et très clairement, c'est parce qu'il y a des acteurs comme ça qui, en interne, sont rémunérés en fait uniquement pour créer des projets qu'ils ont le temps aussi. Il y a vraiment une question juste opérationnelle, de temps, d'efficacité. Après, je rebondis sur quelque chose. On voit quand même beaucoup d'innovations organisationnelles qui sont portées par les groupements hospitaliers de territoire, et où là, nous, c'est plus souvent des directeurs qualité, par exemple, qui viennent toquer à notre porte en disant voilà, on est en train de tout restructurer, il faut que ça bouge. Donc, encore une fois, c'est très dépendant des établissements de santé. Je crois qu'il n'y a pas de règle d'or, mais c'est facilitant, par contre, s'il y a une direction d'innovation. Après, c'est vrai que la solution, c'est pas créer une direction d'innovation, c'est aussi mettre en œuvre un certain nombre, comme l'a dit Iris, de processus volontaristes à l'intérieur de la structure. Si on prend l'exemple de ce qui se passe en particulier au niveau de l'État, il y a des démarches de start-up d'État, hein, qui sont pilotées au niveau interministériel pour favoriser en fait
des agents publics de monter leur start-up. Enfin, c'est le concept de start-up, c'est vrai que le mot étant tellement utilisé, start-up génération, etc. Ça me paraît intéressant parce que, en fait, un des challenges, c'est d'avoir des start-up très très dynamiques à l'extérieur, mais c'est aussi que le système de santé se mette en mode start-up. C'est-à-dire que la meilleure façon de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, métaboliser des innovations, c'est aussi que l'ensemble du système se mette en mouvement dans le même état d'esprit. Je dirais que plus on se trompe rapidement, plus on peut rebondir aussi, et ça évite potentiellement des projets pharaoniques comme le dossier médical personnalisé, que tout le monde entend parler, si ça arrive de plus en plus, puisque l'assurance maladie ayant des objectifs d'ouverture de dossiers assez rapides. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut en effet, après, proposer les bons dispositifs, et c'est vrai que nos amis canadiens qu'Iris vient de mentionner, on peut regarder ce qui se passe au CHU de Montréal, ont des démarches extrêmement volontaristes pour mettre en place des hackathons, pour mettre en place des Fab Labs, pour mettre en place des outils qui vont permettre la rencontre et l'expérimentation de façon naturelle, et pas c'est pas une rustine qu'on va mettre sur un système. De toute façon, à partir du moment où le système ne se transforme pas, vous avez beau imaginer les meilleures innovations du monde, elles ne seront jamais utilisées, puisqu'il y a un terme qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la notion d'usage, qui a été évoqué en début de session cet après-midi. Mais c'est vrai que la valeur d'usage, au final, c'est la résultante de ces différentes propositions. Je rebondis juste par rapport, du coup, effectivement, direction, innovation, quelle que soit la façon dont on... D'ailleurs, juste, ces directions, c'est des médecins qui sont directeurs d'innovation, Alors nous, dans les exemples qu'on a, non. Non, pas du tout, mais disons qu'ils sont très en lien. En fait, il y a un comité d'experts, bien sûr, autour, mais la personne qui, disons, va aller créer les partenariats avec le médecin, mais eux vont être ceux qui vont aussi impulser quand même les idées en amont. Voilà, par rapport à ça. Je crois que je voulais juste qu'elle termine ce qu'elle avait commencé à dire. Merci. Et pour compléter, en fait, simplement, nous on croit profondément que c'est la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité qui est vecteur d'innovation. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver confronté à des difficultés quand on travaille sur des projets, on met tout le monde autour de la table. Le directeur qualité, représentant CME, les médecins, les aides-soignants, et d'un coup ça veut dire qu'il n'y a plus de hiérarchie parce qu'on doit prendre en compte tous les points bloquants de ces différents acteurs, tenir compte de toutes les contraintes en amont. Et c'est un processus qui est plus courant dans d'autres secteurs d'activité, mais qui est parfois compliqué à mettre en place parce que ça veut dire faire du management du changement, ça veut dire transformer un peu les cultures. Et voilà, c'est aussi tout... On hérite d'un système de santé qui, pour plein de bonnes raisons, à l'origine fonctionne comme ça, mais qui a besoin de bouger pour faciliter l'innovation en interne. Gérald ? Non, je dirais, médecin, pas médecin, etc. C'est surtout un état d'esprit qu'il faut avoir, c'est-à-dire il faut d'une certaine façon, comme le font sans doute les directeurs d'innovation dans le monde industriel, maîtriser ce qu'on appelle un portefeuille d'opportunités, un portefeuille de projets, être en mesure d'impulser au bon moment. C'est une question aussi de timing. Il y a des exemples assez connus dans le monde industriel, en particulier dans le monde du numérique, de gens qui ont inventé des dispositifs, l'iPad, des choses comme ça, qui sont arrivés au bon moment. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir d'une certaine façon une visibilité 360 degrés sur les enjeux de son secteur, enfin en tout cas de son établissement, être à l'affût, en alerte sur les opportunités qui se présentent, et de maîtriser d'une certaine façon un portefeuille d'opportunités, et d'être en mesure aussi, sans doute, d'arrêter des expérimentations, enfin, en tout cas d'être en légitimité, en position pour... parce qu'on peut se tromper, c'est-à-dire que souvent aujourd'hui, en plus en France, on a une culture du succès, et on cache sous le tapis souvent ce qui n'est pas réussi. Ce qu'il ne faut jamais oublier en innovation, c'est que c'est une arborescence d'une certaine façon. C'est des fois plus bénéfique de couper une voie d'innovation, quand on fait une expérimentation, et de dire eh bien non, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, que d'ouvrir des champs d'innovation. Et les spécialistes des processus d'innovation l'expliquent très bien. C'est que la valeur qu'on crée en fermant une voie, elle est aussi importante que la valeur qu'on crée pour en ouvrir.
il y a des acteurs dont on n'a pas du tout parlé depuis le début de cette table ronde, c'est les grands groupes. Comment est-ce qu'ils s'intègrent là-dedans? Iris? Alors, de différentes manières. Moi, je peux vous donner ce que je connais, c'est-à-dire les assureurs, les mutuelles ou les laboratoires pharmaceutiques. Déjà, pourquoi? En tout cas, nous, ce qu'on observe, aujourd'hui, il y a une homogénéisation du type de produit d'assurance qui est sur le marché. Donc, ces groupes ont besoin de se différencier. Et pour se différencier, ça veut dire créer de l'innovation, ça veut dire mieux comprendre les usagers, ça veut dire répondre à un vrai besoin. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'appréhende. Et du coup, ça veut dire changer un petit peu de paradigme. Alors, certains vont créer des labs en interne. D'autres, du coup, vont plutôt racheter en marque blanche des innovations déjà existantes, d'applications, par exemple, de suivi de santé. Et concernant alors des groupes comme les laboratoires pharmaceutiques, où je trouve que c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a beaucoup de groupes qui commencent à se dire on n'est pas seulement offreur de thérapeutique, mais on est aussi offreur de services autour du thérapeutique pour le patient. Ça veut dire s'intéresser au parcours global du patient tout autour de ça. Et donc il y a des acteurs comme Sanofi qui montaient un lab à Paris, le 39 bis de mémoire, mais d'autres acteurs qui sont plus petits et qui sont particulièrement innovants. Nous, ce qu'on voit, c'est que typiquement côté labo pharma, c'est des acteurs un peu plus petits, mais qui vont plus vite en fait sur certains sujets, probablement parce qu'il y a peut-être plus d'agilité en interne. Boehringer Ingelheim l'a fait également ici aussi. Ils ont ouvert un lab en collaboration justement avec un incubateur de start-up. Et du coup, ça me fait venir aux incubateurs. À un moment donné, il faut donc ouvrir à l'extérieur, en fait, ouvrir sa structure vers l'extérieur, faire rentrer les start-up, puisque l'expérimentation, elle vient aussi souvent de là. Comment réagissent culturellement les médecins, enfin en tout cas les soignants de manière générale, en fait, à l'entrée de ces startups dans l'hôpital? Gérald? Je pense qu'ils sont tout à fait prêts à expérimenter. Après, le débat on va pas refaire le débat d'avant sur la direction de l'innovation, etc. C'est vrai que cette notion de lab devient extrêmement présente dans l'actualité, que ce soit du monde industriel et peut-être un peu moins dans le monde de la santé. Et ce qui est dommage, puisqu'à un moment donné, il faut qu'il y ait le pendant d'une certaine façon. Je pense qu'il y a vraiment, de la part des soignants, nous on le voit à travers les hackathons qu'on a organisés déjà à plusieurs reprises à King Health, on a une vraie prise de conscience et une vraie volonté des professionnels de santé d'apporter des réponses aussi à leur challenge du quotidien. Et c'est dommage de ne pas profiter au final de cette énergie créatrice. Et aujourd'hui, moi je suis plus dans pour ça un petit peu qu'on a développé ce concept de lab un peu intermédiaire, d'interface, d'essayer de réunir les parties prenantes concernées par un sujet. C'est plus une notion de mettre en réseau ces labs pour qu'à un moment donné, on rende perméable vraiment la capacité à transformer le système, puisque c'est bien que le monde industriel se saisisse de cette opportunité pour créer de la porosité en fait, entre les enjeux des business units, on pourrait dire ça comme ça, du monde industriel, mais il faut aussi qu'il y ait le pendant du côté des acteurs de santé, et on pourrait les aider, en tout cas, à se structurer par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être une culture d'innovation peut-être un petit peu moins présente que du côté industriel, on pourrait dire, et comme c'est plus une posture, un état d'esprit, je pense que les accompagner aussi dans cette logique de mettre en œuvre des nouvelles solutions peut constituer une avancée réelle pour pouvoir être dans une position de transformation du système, parce que c'est ça qu'on cherche au final. Iris, vous aviez une réaction? Oui, tout à fait. Gérald disait mettre en réseau, et du coup ça me fait rebondir. Nous, on voit quand même une très grande disparité de maturité à intégrer ce type de solution, certains très moteurs, d'autres pas du tout, qui dépend aussi des contraintes souvent de l'établissement dans lequel ils sont. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que souvent c'est des professeurs, des médecins qui sont très isolés alors qu'ils ont plein d'idées, qu'ils ont très envie de pousser ça. Et dans le sens de mettre en réseau, on pense probablement que c'est une des clés de se faire rencontrer ensemble, mais pas juste avec des startups ou des groupes externes, juste entre eux, au sein de leur service.
ils bataillent un peu avec un système organisationnel qui n'est pas toujours simple pour développer des choses. Et vraiment, on voit quand on organise des rencontres, rien que le fait de déjà échanger ensemble, probablement, on l'espère, favorisera le fait que ce type d'innovation se développera. Gérald, est-ce qu'on peut imaginer demain avoir des Fab Labs dans les hôpitaux? Oui, mais ça existe déjà. En fait, au Japon, vous avez des structures. Il y a un Fab Lab réservé aux infirmières qui était mise à disposition, une partie d'un service, je crois pour les grands relais, qui était mise à disposition pour que les personnels de santé qui imaginent, enfin qui sont confrontés à des problématiques parce que les outils qu'on leur propose, ils ne sont pas complètement adaptés, donc ça c'est un autre débat qui est la capacité à mieux designer des solutions au regard des besoins des utilisateurs, mais un peu comme le font des geeks ou des moins geeks dans la ville par exemple, puissent directement à l'hôpital imaginer de façon prototypale dans un premier temps des solutions pour toucher des malades, de bricoler entre guillemets, ce qui n'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'on bricole avant d'inventer le système industriel, et donc de permettre, je pense que c'est une des voies assez prometteuses d'avenir, de permettre à ce que les personnels de santé au sein des établissements, tout ça encadré par potentiellement un directeur d'innovation, puissent, je dirais, créer eux-mêmes un certain nombre de solutions, peut permettre d'avancer sur ces sujets. Et en France ? Alors en France, à ma connaissance, il y en a assez peu. Il y a comme on le disait tout à l'heure, des organisations qui commencent à se mettre en place, qui sont d'une certaine façon un peu sensibilisées ou qui initient des processus de réflexion, d'expérimentation. Je sais qu'Iris est mobilisée sur ces sujets-là dans certains services. On peut imaginer, alors je ne connais pas tout ce qui se passe dans tous les hôpitaux en France, mais que progressivement, à côté d'une pépinière d'entreprise, en tout cas ça existe en France, dans les hôpitaux, enfin en proximité des hôpitaux, on puisse avoir de véritables espaces de co-conception, y intégrant le personnel de santé, mais aussi les patients, puisque c'est peut-être un terme qu'on n'a pas trop encore utilisé dans l'échange, mais l'expertise et la capacité de co-construire avec les patients les solutions est aussi un des challenges de l'innovation organisationnelle et de tous les sujets qu'on discute actuellement. Donc on a fait un bon tour pour voir après comment est-ce que les différents acteurs se positionnaient. Mais quel est le rôle de l'État là-dedans? Est-ce que l'État est facilitateur ou au contraire est-ce qu'il est plutôt en retrait, ou alors est-ce qu'il est complètement contre en fait l'entrée de l'innovation, de la disruption dans les hôpitaux? Est-ce qu'il faut faire la part des choses entre les différents ministères par exemple? Gérald, je vous redonne la parole. Ouais. C'est vrai qu'il y a un petit paradoxe aussi, un peu comme le fameux paradoxe de l'innovation technologique d'un côté et l'innovation organisationnelle de l'autre, qui est un peu une caricature, mais on a au niveau des instances étatiques, on va dire pour faire simple, le ministère de l'économie qui est très content de soutenir des entreprises, en tout cas en termes de créativité, de développement économique, etc. Et le ministère de la Santé qui est plutôt le gestionnaire et le garant d'une certaine façon d'un certain nombre, ce qui est tout à fait légitime qui a son rôle, qui joue son rôle de la répartition des soins, des conditions je dirais d'utilisation de ces technologies, le rôle de la NSL, d'un certain nombre d'instances de régulation, et puis l'enjeu économique de ne pas faire exploser les enveloppes de la sécurité sociale, etc. Donc il y a cette injonction un peu paradoxale de vouloir faire qu'on ait un territoire économiquement très, très dynamique et riche, etc. C'est ce dont nous rapportent aussi les entreprises qui sont membres du cluster et d'autres, ce qui les oblige quelquefois à partir à l'étranger pour développer, pour vendre et développer leurs solutions. Et puis un État un petit peu plus gestionnaire qui freine un peu quand même, parce que si on cote l'acte de télémédecine, ce qui est une réalité depuis septembre dernier, on craint que ça soit utile, que l'enveloppe explose, etc. Et donc il y a cette dualité, mais je dirais que
cette tension, elle est encore plus vive si on ne va pas dans le sens qu'on vient d'évoquer précédemment, c'est-à-dire que si on est dans une relation de client-fournisseur et qu'on n'essaye pas de tester en vraie grandeur, de faire évoluer les organisations aussi puissamment qu'on ferait évoluer les technologies, eh bien, on se regarde un petit peu en chien de faïence. Donc c'est souvent quelquefois des situations qui deviennent un peu tendues. Iris, selon vous, du coup, quels sont les principaux freins à l'innovation dans le secteur de la santé? Bon, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Très clairement, la question économique se pose. Et c'est entre autres pour ça qu'il y a je parlais de l'appel à projet de la CNSA, mais ce genre d'acteurs, où nous, on voit que du côté établissement de santé privé, c'est quand même parfois plus facile de financer du coup des projets. Quoique, il y a des CHU très innovants qui, par la recherche, du coup, arrivent complètement à créer des partenariats avec des fondations, typiquement. Moi, je pense vraiment que c'est une culture, une organisation, et c'est pour ça que parler innovation sans accompagner le changement, pour moi, c'est un non-sens, et que c'est parce qu'on construit les solutions très tôt avec les acteurs qui vont se les approprier, ou si la solution existe, en tout cas, que ce soit pas juste on l'injecte dans un système, mais à quel endroit cette innovation digitale s'intègre, comment, pourquoi, quels usages, et aller loin dans ce détail-là pour faire avec les gens, si ce n'est que pour qu'ils s'approprient ces solutions-là. Et au sein de mon équipe, typiquement, mon associée est infirmière, et elle l'a vécu, elle, pendant son parcours, mais si on rentre directement et qu'on impose des outils dans un système hospitalier, très souvent, les acteurs vont freiner le cas de faire. Oui, il y a une culture, mais derrière, on change complètement des méthodes. Voilà, c'est pas à pas, il faut accompagner ça aussi. Vous m'aviez dit aussi dans la préparation qu'on a fait quelque chose d'assez fort. C'est pas seulement le financement des projets, c'est aussi le financement de l'hôpital. Oui, tout à fait. Typiquement, on avait parlé de financement parcours de santé, où des expérimentations sont du coup en cours, typiquement dans le cadre de l'article 51 dont Gérald parlait tout à l'heure. Ça, très clairement, je suis convaincue que ça peut participer au changement d'un système de santé. Un acteur en parlait à une table précédente, mais où aujourd'hui on finance le fait que le patient soit encore plus malade, etc. Mais d'un coup, financer au parcours, c'est vraiment avoir une approche holistique sur le patient et donc accompagner pas seulement l'acte chirurgical, mais le avant, le après, avec son rendez-vous avec le nutritionniste, le psychologue, etc. Et ça, il faut des systèmes d'expérimentation, vraiment de financement à l'acte, pour qu'on puisse mettre en place et tester de nouveaux systèmes organisationnels, en fait. Est-ce que le fantasme aussi on parlait tout à l'heure du dossier médical partagé qui fait entrer un peu donc, la data là-dedans, et puis peut-être aussi un jour l'exploitation de ces données, est-ce que le fantasme qu'il y a autour de l'exploitation des données est aussi un frein, Gérald Contet? Oui, enfin aujourd'hui... Fantasme ou pas d'ailleurs, fantasme, non, enfin, ça a été au cœur de beaucoup de débats. C'est vrai qu'aujourd'hui, la data est le carburant de pas mal d'initiatives, etc. On a la chance, et peut-être les industriels me diraient la malchance, d'avoir un encadrement extrêmement rigoureux, dont globalement on est unique. Enfin, je parle de RGPD pour être précis, en Europe, qui nous différencie beaucoup, grosso modo, de la plaque Amérique et de la plaque Chine, pour faire simple. Est-ce qu'il y a un fantasme? Oui et non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'une start-up qui ne met pas d'intelligence artificielle, il y a des études qui sortent aujourd'hui vous avez toujours des mots-clés comme ça, intelligence artificielle et santé, c'est tous les magazines, tous les débats parlent d'intelligence artificielle. Au final, quand on creuse et quand on regarde toutes ces startups, il y en a très peu au final qui utilisent l'intelligence artificielle dans leurs solutions actuellement, même s'il y a des belles promesses. Moi, je pense qu'il faut essayer d'y aller de façon raisonnée, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut peut-être se poser la question de comment utiliser intelligemment les datas que de pouvoir tout de suite se dire je vais apparier tel ou tel jeu de données, je fais l'hypothèse que ça va permettre d'avoir tel ou tel résultat. D'ailleurs, c'est pas comme ça que ça marche, c'est-à-dire que les gens qui doivent accéder à ces informations, ils doivent motiver leur demande, ils doivent préciser
préciser les choses auprès des autorités qui disposent de ces informations, que ce soit les établissements ou les organismes d'État qui collectent les informations. Non, moi je pense qu'il faut qu'on soit lucide, c'est-à-dire qu'il faut en effet pas croire que ça va tout résoudre, loin de là, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui peut-être la disruption elle va passer par des petites choses en matière d'organisation de santé qui peuvent, elles, être automatisées, mieux rationalisées grâce à l'intelligence artificielle et pas être trop craintif non plus, parce que même si on a un règlement assez exigeant en termes de protection des données, que ce soit des données personnelles ou des données de santé par les structures de santé, il ne faut pas qu'on prenne trop de retard aussi sur la compétition internationale, parce que ce qui risque de se passer au final, on a parlé un peu de Chine avant, là, dans la table ronde, c'est que des algorithmes qui pourraient être créés par d'autres firmes qui ne seraient pas soumises aux mêmes contraintes viennent, je dirais, être proposés au final à la population, moyennant sans doute un coût, mais voilà, quand on connaît les problématiques de démographie médicale ou d'accessibilité quelquefois aux soins, enfin aux expertises médicales ou paramédicales, ça peut constituer une menace. Donc est-ce qu'il y a un fantasme, je dirais, entre les deux? La transformation, la disruption et la transformation du secteur de la santé, ça passe aussi par la terminologie. Tout à l'heure, Gérald Contet, vous avez parlé d'expérience patient. En fait, on reprend la terminologie de l'expérience client, qui est même plutôt la user experience au départ, qui est une terminologie anglaise. Iris, est-ce qu'on peut parler d'expérience patient? Est-ce qu'on peut comparer un patient à un client? Alors, je ne pense pas qu'on puisse comparer un patient à un client, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler d'expérience patient. Non, mais c'est une vraie question, parce que quand on est parti typiquement au Québec, beaucoup d'acteurs avec beaucoup moins de complexes nous parlaient d'expérience client. Et chez nous, ça réveille quelque chose un peu, voilà. Bon, après, c'est parce qu'on a des valeurs d'entreprise sociale, etc. Mais c'est étonnant, comme parce que certains acteurs pensent expérience client, ça veut dire mieux satisfaire son usager. En fait, c'est ça qui nous intéresse derrière. Ça veut dire se dire qu'est-ce qui vit à chacune des étapes. Dans une consultation médicale, est-ce qu'il a compris la façon dont lui expliquer sa pathologie? Est-ce qu'il a compris qu'il devait prendre tel rendez-vous à tel moment avec tel acteur? À domicile, est-ce qu'il a compris comment informer ses proches parce que c'est une maladie génétique, imaginons. Donc oui, bien sûr qu'on peut parler d'expérience patient. Après, il s'agit de savoir comment l'améliorer, du coup, justement, à chacune des étapes. Et une des clés pour moi, et pareil, un acteur précédent en parlait, mais c'est d'insister sur le rôle des sciences humaines et sociales dans ce cadre-là. Alors je prêche un peu pour ma paroisse, mais parce qu'on utilise ce type de méthode, mais si d'un coup on parle d'expérience patient, ça veut dire que c'est plus seulement l'aspect clinique qui est important, bien sûr est au cœur, mais c'est ce qui se passe autour, c'est les comportements, c'est les usages, ce sont les besoins, et donc pour ça il faut intégrer des métiers qui sont capables de les comprendre, mais de la même façon pour les médecins. Un médecin, avec très peu de temps, comment il donne la bonne information au bon moment? C'est exactement la même chose côté expérience soignant en fait. Gérald, est-ce que vous aviez un commentaire là-dessus? C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Oui, bah, on n'avait pas beaucoup parlé précédemment, mais je pense qu'en effet c'est au cœur. C'est au cœur et il faut vraiment que le patient soit un élément indispensable des parties prenantes. Souvent on a des représentations où on se dit le patient est au centre, mais souvent on n'interagit pas trop avec lui. Enfin, on l'intègre dans les PowerPoint ou les représentations. Ce qui est important, c'est qu'il devienne une partie prenante au même titre que le corps médical, que l'organisation des soins, etc. Et qu'il devienne un partenaire et non pas un système qui tourne autour et d'une certaine façon la personne qui vit sa maladie, elle a une expertise, elle sait non pas de façon scientifique et médicale mais au quotidien, ce que vient de dire Iris, comment elle vit, comment elle règle son traitement, à quel moment il faut aller consulter, etc. Et c'est toute cette matière-là, quelquefois,
Aujourd'hui, les choses bougent par rapport à ça. Heureusement qu'il y a des structures comme Osiris et puis d'autres qui sont là pour pouvoir aussi formaliser, intégrer cette connaissance au cœur des processus d'innovation et d'évolution organisationnelle. Et aujourd'hui, c'est vrai que nos amis canadiens, nos amis nordiques sont entre guillemets un petit peu plus avancés sur la capacité de venir intégrer. Alors peut-être qu'ils ont pris en effet le vocable expérience client versus expérience patient. Bon, il y a une dimension sociale et éthique qui se retrouve d'ailleurs maintenant dans l'expérience client, entre guillemets, de plus en plus, puisque le choix d'acheter tel ou tel produit est aussi, il y a aussi ces dimensions-là. Et c'est vrai que ces pays ont un petit peu moins peur, entre guillemets, de parler d'expérience patient. Et du coup, ils l'intègrent plus aussi dans leurs évolutions, leurs transformations technologiques, même si par ailleurs c'est des pays qui sont aussi très très technologie push, on va dire, puisque à côté de ça, Montréal par exemple est un des hotspots, comme on dit, d'intelligence artificielle dans le monde. Il reste juste pour conclure un dernier mot là-dessus. Alors, on va essayer de conclure. Non, mais sur ça, typiquement, je partagerais plus un étonnement, dans le sens où, sur le terrain, véritablement, on voit que côté établissement de santé, les acteurs parlent de plus en plus d'expérience patient. Et pour nous, dans notre quotidien, expérience patient, bien sûr, c'est un intra-hospitalier, mais c'est aussi entre tous les acteurs de la ville, du territoire, la pharmacie, etc. Et ça, par contre, on sent que le cap n'est pas encore forcément passé et qu'on vient parfois nous chercher pour dire voilà, on veut repenser l'expérience patient sur nos services de chirurgie ou pour notre accueil, etc. Puis qu'on creuse, on voit qu'ils se restructurent en GHT et on leur demande l'expérience patient vraiment entre vos différents acteurs. Et là, c'est comme si le lien ne se fait pas automatiquement et je pense que c'est une culture de transmettre ça. Et l'expérience patient, bien sûr, a un impact positif sur améliorer, par exemple, le parcours d'un enfant qui va faire une chirurgie, évidemment. Mais si on l'applique sur le parcours de santé, là, il peut avoir un impact majeur. Ça peut vraiment transformer et optimiser un suivi de santé à toutes les étapes. Merci à tous les deux pour votre participation ce soir à ce débat. Désolé, on n'aura pas le temps de prendre des questions sur ce débat-là. Bon, je pense qu'on peut les applaudir déjà. Et puis, je donne la parole à Denis Lacret et à Kelkan pour la masterclass finale de notre belle journée.